Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, bienvenue dans Figaro Live, 48 minutes de débat, 48 minutes sur l'actualité. 48 minutes, c'est moins long qu'un discours d'Emmanuel Macron. On peut continuer d'ailleurs à suivre ce discours d'Emmanuel Macron sur Facebook. Aujourd'hui, le président s'adresse aux maires, des élus locaux pas forcément emballés par les réformes annoncées. On verra cela dans un instant avec notre journaliste Emmanuel Galliero qui est sur place. On parlera aussi de la mini-tempête déclenchée par la parution d'un livre sur la campagne de François Fillon. Le livre s'appelle Déflagration. C'est un homme d'ordinaire pourtant flegmatique qui a pris la plume. Cet homme, c'est Patrick Stefanini. On verra tout cela. Et enfin, on parlera de la Libye, des migrants et de l'émotion provoquée par ce reportage de CNN sur les marchés aux esclaves. Des hommes vendus aux enchères. De l'autre côté de la Méditerranée, un crime contre l'humanité, dénonce Emmanuel Macron. La route des migrants qui passe aujourd'hui par la Libye, qui avant était passée par la Grèce. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras était ce matin dans les locaux du Figaro, à cette table, dans ce studio. Alors ne manquez pas son interview, ça sera tout de suite après Point de Vue sur Figaro Live. Bonjour Philippe Meyer. Bonjour. On est ravis de vous voir sur ce plateau. Merci. Vous êtes journaliste, écrivain, homme de radio. Vous animez aujourd'hui le Nouvel Esprit public au théâtre de l'École alsacienne, une fois par mois. Enfin, l'émission a lieu toutes les semaines et une fois par mois, elle est en public à l'École alsacienne. En relisant votre biographie, j'ai vu qu'en 1968, vous étiez proche de Paul Ricoeur, auprès duquel vous militiez au sein d'un comité d'action qui s'appellera Nous sommes en marche. Non, c'est pas exact. C'était du macronisme avant l'heure. Nous sommes en marche, mais ce n'était pas le comité qui s'appelait Nous sommes en marche. Nous étions un groupe extrêmement hétéroclite, dont Paul Ricoeur était le leader, le rassembleur. D'ailleurs, il n'avait pas vraiment un tempérament de leader. Et dans ce groupe, il y avait une espèce d'extrême gauche, mais pas politique, et je dirais assez pragmatique et très intéressante, qui s'appelait Nous sommes en marche, et qui publiait un bulletin que, grâce à un auditeur, j'ai retrouvé il y a peu de temps, qui s'appelait Nous sommes en marche. Mais ça n'était pas, si j'ose dire, la branche Ricoeur à laquelle j'appartenais. C'était l'aile gauche du ricœurisme. C'était l'extrême gauche, pas politique, mais pragmatique. Enfin, je vais quand même vous en 68, tout était possible. Je vais vous présenter les uns et les pragmatique autres. parce qu'ils pensaient qu'il fallait attraper toutes les réformes les unes après les autres. Voilà. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Vous êtes homme de radio également, puisque vous animez tous les samedis matins Mediapolis sur Europe 1, mais vous êtes aussi politologue et l'auteur de Macron et en même temps. C'est paru récemment chez Plomb et c'est écrit avec Laurent Bigorne et Alice Baudry. Bonjour Mathieu Aron, Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de l'Obs. Obs qui fait un pas de côté sur l'actualité cette semaine en posant cette question, faut-il déboulonner nos grands hommes? Oui, c'est un numéro sur l'histoire et tous les gens qui veulent effectivement déboulonner des statues. On a beaucoup parlé de Colbert et nous on a organisé entre les procès que quelques grands hommes célèbres. Voilà, on voit d'ailleurs en couverture De Gaulle, Napoléon et quelques autres. Et vous avez également été l'auteur de Folles rumeurs, les nouvelles frontières de l'intox, c'était paru chez Stock. Alors là, c'est de l'info, c'est pas de l'intox. Alexis Brézé, vous êtes bien directeur des rédactions du Figaro. Merci, bonjour Alexis. Macron et les maires, est-ce une opération réussie? Depuis 2 jours, Emmanuel Macron et son gouvernement se mettent en 4 pour les maires de France réunis en congrès à Paris. Le président de la République est en ce moment devant eux, un discours fleuve comme il en a l'habitude, un discours sur la fiscalité locale aussi en principe. Avec quel impact? C'est ce qu'on va voir tout de suite en rejoignant Emmanuel Galliero. Emmanuel qui est journaliste du service politique du Figaro. Emmanuel, bonjour. Vous êtes donc porte de Versailles. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Le discours a commencé depuis maintenant une bonne demi-heure. Oui. Quel est l'impact? Comment il est accueilli? Alors, écoutez, c'est très curieux l'ambiance ici parce que à l'arrivée, pour vous raconter un peu les coulisses, Madame Hidalgo, quand elle est arrivée, c'était la première à monter sur l'estrade. Elle a été plutôt sifflée et puis après applaudie. Donc on a du mal à savoir exactement ce qu'en pensent les maires. Léniel, le vice-président de l'association des maires de France, est très applaudi parce qu'il a rappelé les attentes des communes, comme Barouin d'ailleurs, qui ont été très fermes quand même dans leur discours. Et Emmanuel Macron, à son arrivée également, il y a eu un mélange de huées et d'applaudissements. Et d'ailleurs, tout au long de ce discours, c'est un peu pareil. Les maires écoutent, ils ont beaucoup d'attentes. Le discours n'est pas terminé. Ils écoutent le développement de sa politique. Il est en train de faire une espèce de pédagogie de la bonne gestion des deniers publics à l'échelle de l'État. Donc, il essaie de les convaincre. Alors, certains écoutent, certains sont un peu déçus. Une dame, par exemple, qui sortait tout à l'heure, maire, m'a dit qu'elle le trouvait pas très bon. D'autres, en revanche, applaudissent parce qu'ils pensent que, notamment, ces annonces sur la réforme fiscale des territoires est très importante. Elle va dans le bon sens. Oui, alors il y a quelques annonces. En fait,
Macron est dans une position où il est en train de défendre son projet. Il n'a pas l'air de vouloir reculer sur grand-chose, notamment sur la taxe d'habitation. Il a été applaudi d'ailleurs quand il a dit que ça était à la fois injuste et qu'elle pesait sur les classes moyennes. Alors en même temps, il y a ces réserves des maires qui disent attention, il faut compenser. Comment on va faire nos finances sont très fragiles. Voilà. Alors, le discours n'est pas terminé, c'est un peu difficile, mais là, vous voyez, vous entendez derrière, il y a des applaudissements. Sur certains sujets, il arrive quand même à convaincre son auditoire. Et on voit en tout cas un public attentif sur les images. Merci beaucoup, Emmanuel. À tout à l'heure, peut-être. Au revoir. Merci. Ils se les ont mis dans la poche ou pas, les maires, finalement Les maires de France ont un rapport à Emmanuel Macron à peu près analogue à celui du Figaro, c'est-à-dire assez subtil. Macron, il a une technique, Macron, qui est celle de cajoler. Alors, il cajole Poutine, et puis, tout en le contredisant, il cajole Trump, il cajole les maires. On n'a jamais vu cette histoire-là de recevoir 1000 maires la veille du jour où on va parler devant le Congrès des maires. Et puis, il le reçoit d'une certaine manière, et toute chose égale par ailleurs, comme Poutine. C'est-à-dire, on met de la garde républicaine, on met des tapis rouges, on met des trucs comme ça. Mais regardez, ça n'a rien à voir et ça a tout à voir. Il a fait la même chose pour les ordonnances quand il a reçu les leaders syndicaux les uns après les autres. Et les gens adorent ça, parce que comme on est un vieux pays très très monarchique, les gens sortent en disant « Oh, il a très peu parlé, il m'a beaucoup écouté, oh, il est venu me voir, il m'a un truc, etc. » Alors les maires, si vous voulez bien... il leur a quasiment pas parlé. Oui, on va justement écouter. Je vais vous donner la parole aux uns aux autres, mais on va écouter quelqu'un qui n'est pas tout à fait convaincu par la méthode Macron. C'est le maire de Saint-Étienne, le maire Les Républicains, Gaël Perdriau. Il était l'invité de RTL ce matin. Écoutez, c'est un sentiment étrange hier soir. On avait un peu l'impression de participer à un dîner de cons, pour tout vous dire. Les maires ont un peu le sentiment d'être pris pour des François Pignon hier soir. Parce qu'être invité à l'Élysée, c'est toujours un honneur, bien entendu. Mais ne pas voir celui qui vous invite, ne pas pouvoir échanger avec lui, on ne l'a pas vu. Il n'a pas daigné venir s'exprimer. Alors, pris pour des imbéciles ? Hier soir, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qui est vrai, c'est qu'il fait beaucoup, et parfois avec succès, confiance à son charme. Et donc, il fait du charme. Bon, apparemment, hier soir, il n'en a pas fait assez, parce que s'il les a pas reçus, c'était pas exactement ce qu'il fallait faire. Mais dans son discours avec les maires, c'est ça. Il n'est pas fini, c'est un peu tôt pour en parler. Mais il leur fait, dans la forme, beaucoup de charme. Sur le fond, moi, la première partie que j'ai entendue, il recule sur rien. Il fait un petit mea culpa sur cet été en disant on vous a piqué 300 millions, là, peut-être qu'on n'a pas fait assez de concertation. Mais après, sur le fond des mesures d'économie qu'il annonce pour les années qui viennent, il dit « Faites-moi confiance, elles sont nécessaires. De toute façon, vous êtes comptable des deniers publics comme nous tous. Et puis l'Europe nous attend. Et puis de toute façon, on reverra la fiscalité locale plus tard. » Mais il ne recule pas sur... Mais pas reçu hier, vous poussez un peu loin le bouchon. Vous reprenez, il ne pouvait pas parler aux 1000. Apparemment, il n'a pas parlé au maire de Saint-Étienne, ça c'est sûr. Oui. Mais parce que j'ai eu un maire au téléphone qui est un ami de longue date qui, lui, m'a dit que Macron leur avait parlé. Or, il n'est pas de En Marche. Alors, ou bien lui est un menteur, ou bien, en effet, Macron a choisi les gens qu'il recevait ou pas. Mais je voudrais aller dans le double sens, si j'ose dire, d'Olivier et d'Alexis. Macron, il est, en plus d'être charmeur, il est extrêmement physique. Quand on le voit, il vous attrape, il vous touche, il vous tient la main, il est... Et en même temps, je pense que sa formation chez les Jésuites, c'est-à-dire tout le théâtre qu'il a pu faire, lui a donné un vrai... Alors, ajoutons à ça que lui-même a fait du théâtre, que sa femme a fait du théâtre et de la mise en scène, et je pense qu'il a vraiment attrapé la façon de théâtraliser ce qui est chez lui une nature qu'il a exagérée. Mais en plus, il y a une chose qui est... dans le comportement de Macron qui me fait penser à une fruitière italienne qui était rue de Bretagne, chez laquelle j'allais me servir. Elle avait des produits excellents. Et puis la rue de Bretagne a été assez profondément modifiée. Et cette fruitière, comme les autres commerçants de première nécessité, en ont conclu qu'il ne pourrait pas rester, qu'il devait partir. Et un jour où cette dame se plaignait à moi, je lui dis « Écoutez, on peut peut-être encore faire quelque chose, écrire à la mairie, on ne sait pas, lui expliquer. » Et elle m'a regardé, elle était italienne, elle parlait avec un fort accent, elle m'a dit « Non, monsieur Meyer, maintenant c'est fini, on a été concerté. » Et bien voilà, il a concerté les maires. Alors, Emmanuel Macron, me dit-on, vient d'annoncer qu'il n'obligerait pas au regroupement des communes. C'est parmi les annonces qu'il a faites. Mathieu, il ne recule pas effectivement sur ce qu'il doit dire aux maires ? Je ne sais pas, il faut attendre qu'il ait fini de parler, mais je crois que ce qui est...
certes, il cajole ou il cajole pas les maires, certes, il est doué au théâtre, mais je pense qu'il est quand même confronté à une vraie difficulté. Parce que cette histoire de taxe d'habitation, d'impôts locaux, c'est ce qui a le plus frappé et marqué dans la campagne. Il y a des études qui l'ont très bien montré. À partir du moment où il a commencé à émettre cette proposition, hop, il a remonté dans les sondages à un moment où il était un petit peu faible, il s'est mis tout d'un coup à grimper. Il y a des études, les mêmes études, qui ont prouvé que ce sont dans les villes où effectivement la taxe d'habitation était la plus élevée, qu'Emmanuel Macron a fait des scores plus élevés qu'ailleurs. Donc cette affaire de la taxe d'habitation, c'est central pour les électeurs. Sauf qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas un spécialiste en fiscalité locale, mais je voudrais bien savoir qui, en France, sait comment il va pouvoir effectivement faire baisser les impôts locaux ou faire disparaître les impôts locaux pour 80% de personnes. Parce que on ne sait pas aujourd'hui où il va prendre les 10 milliards, puisque ça correspond à peu près à 10 milliards, on ne sait pas. Donc il y a tout un débat, et donc c'est pour ça que les maires s'inquiètent, ils ne savent pas exactement non plus comment ça va être compensé. Et deuxièmement, il est confronté à une autre difficulté, mais ça qui viendra après. Il a répété, ce qui est d'ailleurs assez juste, que cet impôt était à peu près imbécile et illisible. Or, il le maintient pour 20% des gens. Donc il y a 20% des gens les plus fortunés, ou au moins des classes moyennes supérieures, qui aujourd'hui vont devoir payer un impôt illisible et imbécile, en sachant qu'eux-mêmes vont devoir peut-être compenser l'impôt que les autres ne paieront pas. Donc il est quand même face à une petite difficulté, me semble-t-il. D'accord, Alexis, sur le côté, à la fois le discours, ça sera compensé à l'euro près, mais on ne sait pas très bien par quel miracle, Oui. et puis la difficulté de dire on maintient la taxe d'habitation pour 20% des Français. Là, il a une difficulté qui est évidemment politique, de concentrer l'impôt sur au fond toujours les mêmes, mais il a peut-être même une difficulté, sans doute une difficulté constitutionnelle, la question se pose de savoir si on peut avoir deux traitements par rapport à l'impôt. Bon, il y a la progressivité de l'impôt, mais là, c'est où on ne paie pas du tout. Donc c'est un peu compliqué, la chose n'est pas sûre. Ce qui est sûr, c'est que si on le supprime que sur 80%, enfin si on supprime l'impôt sur la taxe d'habitation de 80% des ménages, il y a des communes où plus personne ne paiera l'impôt, parce que 100% des ménages de cette commune n'auront pas payé l'impôt. Sans parler des communes où il y aura une personne. Oui, il y a 150 communes où une seule personne paiera l'impôt. Ce sera quand même un peu singulier. Ce qui est un peu compliqué. Oui, cela dit, Juste il une n'a petite question jamais technique, Olivier Duhamel. été Censure question. du Conseil constitutionnel possible Moi, je sur ne suis pas juge constitutionnel, donc... connaissez un peu le sujet. non, mes collègues qui, avant des décisions du Conseil constitutionnel, quand ce sont des sujets aussi incertains et qu'on est dans la zone grise, vous annoncent que c'est clair que c'est constitutionnel ou c'est clair que c'est inconstitutionnel, moi je dis que c'est clair qu'ils se moquent de nous. Il y a une incertitude. Il n'a jamais été question que la compensation se fasse sur les 20%. Il n'a jamais été question de ça. Hein. On laisse entendre que il n'en est pas question, mais c'est peut-être un risque qu'il y a. Les gens peuvent le craindre, absolument. Les gens peuvent le craindre, même s'il n'en est évidemment pas question. Non, la logique, ce serait en effet d'arriver à la suppression totale de la taxe. Mais là, c'est plus de 10 milliards, c'est 18 milliards. Et là, il faut quand même les trouver. Oui, absolument. Mais bien sûr que ça serait mieux. Voilà. Et alors, est-ce qu'on le connecte ou pas avec le point de TVA? Parce que si on transfère un point de TVA au département, d'abord, ça leur assure une recette pérenne, vrai. Et ensuite, là, pour le coup, on les a, les milliards, à peu de choses près. Je n'ai pas fait le calcul, mais un point de TVA, ça doit marcher. C'est ça. Ouais. Et donc, il faudrait un point de plus pour les communes. Il faudrait un point de moins pour l'État. C'est ça. Et qu'on donnerait aux communes. Ça pourrait être une solution. Bon, on n'a pas encore le mot de la fin. On ne sait pas si, d'ailleurs, il garde... L'idée, c'était de supprimer pour 80% des ménages. Est-ce qu'il reste sur cette idée-là, ou, comme la rumeur encourait depuis 2-3 jours, qu'il allait le supprimer pour tout le monde? Des infos contradictoires. Castaner, ce matin, qui dit peut-être, mais peut-être pas. Patria a dit que oui, on allait le supprimer pour tout le monde, et puis il semblerait que ce soit pas fait. En marge de ce débat, il y a une chose que je crois intéressante. Les commentateurs cherchent ce qui va enfin affaiblir sérieusement Emmanuel Macron, vu que c'est quand même ni Mélenchon, ni les Républicains qui vont le faire. Et donc là, on espère, parce que les maires sont aimés des Français, c'est une vieille affaire. Donc, mais enfin, quiconque regarde d'un peu près la manière dont sont gérées les finances municipales, dans beaucoup de cas, et pas seulement dans les grandes communes, peut avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Et il y a des cas où il y a des communes qui bénéficient de rentes. Je pense par exemple à des communes qui sont dans des endroits où il y a des barrages hydroélectriques, par exemple. J'en connais. Si on va voir comment cet argent a été dépensé, on est absolument stupéfait. Dans certains cas, il valait mieux le brûler pour se chauffer. Donc je pense que l'opposition entre les maires qui portent la vraie politique, celle qui est près du peuple et celle qu'on aime. En réalité, les maires, c'est pas qu'on les aime, c'est qu'on aime les aimer, parce qu'il faut bien aimer quelqu'un quand même. Puis parce qu'on aime sa commune. Oui, ou la commune. Donc, du coup, on transfère sur le maire. Ou si on n'en a pas de commune, on aimerait en avoir une et l'aimer. Mais en fait, les maires sont un peu hors du radar et je ne suis pas sûr que ce soit juste.
Alors, il y a une autre question c'est effectivement, comme vous le disiez, la droite a voulu peut-être essayer d'enfoncer un coin entre Macron et les communes. Est-ce que ça a pris, Alexis ? Ça a pris chez les maires, parce que les maires, par définition, ils défendent leur fromage. Et on ne peut pas leur reprocher à eux. Il est vrai que les gaspillages sont considérables. Il est vrai aussi que l'État serait plus convaincant quand il demande des économies aux maires s'il faisait lui-même des économies. L'État a quand même un singulier talent pour demander des économies aux autres, les maires, la sécurité sociale, et très peu pour lui-même. Il ne demande pas des économies, il demande que la progression des dépenses de fonctionnement soit limitée à 1,2%. Non, mais c'est pour et ça. les Français, l'idée qu'on limite la progression des dépenses des communes, ça les rend pas malades. Non, mais ce qu'il y a par derrière, c'est quelque chose de très politique. C'est qu'effectivement, ce dont s'est en part évoqué, puis une partie des Républicains, de dire ou de soutenir qu'effectivement la province n'est pas représentée, qu'on a un gouvernement avec à sa tête un président qui ne connaîtrait pas, je le mets bien entendu pas à l'affirmatif, qui ne connaîtrait pas le peuple, et que Wauquiez et qu'un certain nombre de maires, eux, sont les représentants du peuple. C'est sûr qu'il y a un côté un peu centralisateur dans la manière, en tout cas dans l'image que donne le gouvernement d'Emmanuel Macron. De là à dire que Emmanuel Macron et ses ministres ne connaissent pas les départements, ne sont issus de rien, on se demanderait bien d'où ils sont issus. Je pense que le débat est un peu stérile. Il y a un problème de cohérence dans le discours de la droite qui ne peut pas à la fois critiquer le fait que Macron ne réduise pas suffisamment les dépenses publiques, et à chaque fois qu'il y a réduction des contrats aidés, limitation des dépenses, de la progression des dépenses des collectivités locales, hurler à la catastrophe, parce que c'est totalement incohérent. Pour illustrer le propos, on va regarder ces images. C'est Emmanuel Macron qui est avec François Baroin, donc le président de l'Association des maires de France. C'était, je suppose, hier à l'Élysée. On voit une certaine connivence entre les deux. Alors, ce ne sont que des images, mais c'est vrai que Baroin n'a pas été très loin dans la critique. Baroin, il a fait le service minimum qu'on peut faire quand on est patron des maires de France et qu'il faut dire au président de la République qu'il faut demander moins d'économies ou moins de ralentissement de progression des dépenses. Il y a le ralentissement de progression des dépenses et puis il y a quand même un certain nombre de mesures d'économie, notamment cette histoire de taxe d'habitation où les maires se disent comment on va être compensé. Ça, c'est quand même une vraie question. Bon, mais il n'en a pas fait 10 kilos, Baroin, non, c'est évident. Service minimum. On a quelques commentaires déjà sur cette question avec Xavier Richard qui dit Emmanuel Macron veut détruire les maires comme les syndicats avec les ordonnances. Les maires, il leur enlève les impôts locaux. Il y a Richard, Christophe, à un moment, il faut convaincre et arrêter de séduire. On en revient à ce que vous disiez au départ. Et Marie-Claude, les communautés de communes décidées depuis 1992 et qui bougent actuellement conduisent in fine à la suppression des communes. Alors, on avait cette info tout à l'heure disant qu'il n'y allait pas avoir de regroupement forcé des communes. Voilà. Il n'y a pratiquement pas de suppression des communes. La réduction du nombre des communes est infinitésimale. On est passé de 36 200 à 35 800, quelque chose comme ça. Il y a quand même des départements comme le Calvados, que je connais bien, où le préfet travaille beaucoup à ça. Et il y a eu des considérable fusion de communes. Mais c'est ce qui va se passer. Il n'y aura aucune obligation, sauf qu'il y aura tellement d'avantages pour ceux qui fusionnent qu'ils fusionneront, c'est normal. Et en plus, les communes n'osent pas dire non. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu une prolifération, une multiplication, c'est une prolifération au sens neutre du terme, des intercommunalités qui, dans 95% des cas, n'ont pas réduit le nombre des communes. Non, pas réduit le contenu, pas non plus réduit d'ailleurs le nombre de fonctionnaires, puisqu'au contraire, ça se superpose très gentiment. Ce qui est un des vrais problèmes dont beaucoup de Français ont conscience aussi. Autre problème d'ailleurs, combien de mairies sont en réalité dirigées non pas par le maire, mais par le secrétaire de mairie ou par le directeur des services, dans une situation de protection assez étonnante et qui lui permet de faire, sans en avoir la responsabilité, prendre beaucoup de décisions, pas toutes exceptionnellement utile. Pas content dans sa commune, Philippe Meyer, manifestement. J'ai dit manifestement pas content dans sa commune. Ma commune, elle a 300 habitants, elle n'a pas de secrétaire de mairie. Ah bon. Moi, elle avait 80 habitants, elle a fusionné. Ah, voilà. On l'a fusionné. Non, et alors, pas fusionné. Tu as souffert Oui. Moralement, ça ne me fait pas plaisir. Je ne peux pas dire, c'est pas une mauvaise chose, mais ça ne me fait pas plaisir. Mais c'est un grand sujet. Et le nom a changé? Le nom a été, les deux noms par Livaro. Beaucoup d'affection pour Livaro. Ça a l'air de rien, mais ça fait des décennies. C'était Saint-Martin-de-Ménillory, 80 habitants, absorbés par Livaro. Mais qui s'appelle comment maintenant? Ça s'appelle Livaro Pays d'Auge. Ça a absorbé 40 communes autour. Et c'est la plus grosse commune regroupée. Ça fait boîte d'œuf un peu. Mais bon. Non, mais c'est un grand débat dans notre pays, mais quasiment depuis que je suis né, et c'est dire si c'est vieux,
Parce qu'il y a vraiment d'un côté la logique technocratique qui n'a pas arrêté de nous dire il y a 3600 communes en Allemagne, 36 000 en France, c'est insupportable, il faut regrouper tout ça. Et de l'autre, une opposition farouche, pas seulement d'attachement sentimental, même si ça compte, mais aussi avec un argument démocratique, en disant vous avez des centaines de milliers de gens qui sont des citoyens actifs et gratuits de la démocratie, pour la plupart d'entre eux, dans les petites communes. Qu'est-ce que vous allez les emmerder et massacrer ça ? Vrai sujet. Petite question de... On ne parlera pas du remaniement, c'est promis, remaniement attendu, espéré, repoussé, mais quand même, l'hypothétique entrée d'un... C'est quand même un sujet que ce soit tout le temps repoussé à ce point-là. Ça peut être un sujet, mais je crois qu'on est tous un peu las de... Non mais pourquoi est-ce que ce matin, on nous dit que ce sera cet après-midi ? Ça n'a aucun sens. Quel est l'intérêt? Pourquoi hier soir et avant-hier matin, avant-hier soir? Non, c'est parce que c'est pas un remaniement, nous a-t-on dit, c'est un réaménagement. Voilà. Mais alors, ma question pour les médias et pour montrer qu'on est plus fort que les médias. Dans ce piège. Juste une question de fond. Est-ce que la rentrée de quelqu'un comme Olivier Dussopt, qui est maire d'Annonay dans l'Ardèche, peut donner un signal à gauche? À Annonay, je pense. Ça donnera un signal. Annonay, c'est exactement ce que j'allais dire. Peut-être dans l'interpellation. Non, mais c'est un des commentaires en disant il y a un rééquilibrage à gauche. Franchement, non. C'est une grande personnalité de gauche, donc ça va donner un grand signe. Non, c'est quelqu'un qui est inconnu du grand public. Donc ça ne tient pas la route. Ok, eh bien on va passer à notre deuxième sujet. C'est un livre choc, celui de Patrick Stefanini, directeur de campagne de François Fillon pour la présidentielle. Il écrit la chronique d'un désastre. Il l'a écrit avec votre consoeur de l'Obs, Carole Barjon. C'est aussi une analyse de la défaite et de l'état de la droite aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est normal déjà d'écrire un tel livre? On en a vu un certain nombre de ces livres écrits par des proches des équipes des différentes personnalités concourues. Bon, un de plus, c'est bien d'être comme ça à la fois juge et parti, avoir été à l'intérieur et puis maintenant se faire le... Alexis, qu'est-ce que vous en pensez? La question peut se poser quand on a servi l'État, parce qu'on ne peut avoir été détenteur d'un certain nombre de secrets, bon. Donc vous êtes plus indulgent pour Patrick Stefanini que pour Gaspard Ganzer. Stefanini, c'est un homme politique. Alors c'est un pas très connu. C'est un fonctionnaire de la politique, c'est un homme d'appareil. Bon, donc il s'exprime à un moment ou à un autre. Moi, franchement, ça me choque pas. Oui, c'est quelqu'un qui a, de façon bénévole, consacré plusieurs mois de sa vie à la pire épisode qu'il ait pu connaître, c'est-à-dire la campagne présidentielle de François Fillon. Donc, par compensation de ce sacrifice épouvantable, il a le droit d'écrire un livre. Moi, ça ne me choque pas. Je ferais plutôt la même distinction. Enfin, d'abord, rien ne me choque, et peu de choses me choquent et tout le monde a le droit d'écrire. Mais à part ça, la question se pose plus pour quelqu'un qui a été 5 ans à l'Élysée avec tous les avantages et les honneurs y attachés et qui ensuite écrit un livre vengeur. Là, on se dit quand même, il crache dans la soupe. Vous pensez à Gaspard Ganzer? Non, je sais pas, j'ai pas lu le livre de Ganzer vraiment et tout le monde me dit qu'il est très intéressant. Non, je pensais à d'autres, mais je piétine pas les gens quand ils sont à moitié à terre, donc je n'ai pas besoin de dire son nom. Non, je pense que franchement, là, il n'y a pas de problème. En plus, il y a des choses intéressantes. Enfin, moi, j'ai vu dans les extraits, il y a des choses intéressantes. Puis il y a le livre de Darmanin aussi. Sur le livre de Darmanin qui sort également. Sur le principe, moi, j'aime pas ça. Philippe Meyer. Je n'aime pas ça, j'ai pas lu celui-là, mais je n'aime pas plus ça non plus pour quelqu'un que j'estime énormément et même que j'affectionne, comme on disait autrefois, qui est Bernard Cazeneuve. Je n'aime pas ça. Je trouve que, comme disait ma grand-mère, ce qui n'était peut-être pas en matière de sciences politiques un phare, mais qui en matière de savoir-vivre m'a toujours paru un assez bon guide, ça ne se fait pas. Et votre grand-mère elle trouvait que le général de Gaulle n'aurait pas dû publier ses mémoires? Ma grand-mère, elle était contente parce que le général de Gaulle avait attendu longtemps après avoir quitté le pouvoir pour les publier, en tout cas pour les rédiger. Oui, c'est une question de délai. Je pense qu'il y a un délai de viduité, absolument. On écrit à l'intérieur et ce qu'on y dit quelque part. Donc il y a un problème, c'est que soit on a des personnes qui ont occupé des fonctions effectivement au sein de l'État qui font des livres 6 mois après, et soit elles trahissent des secrets, soit elles ne disent rien. Oui. Donc, effectivement, côté lecteur, c'est un petit peu... Hein, le lecteur préfère qu'il trahisse des secrets, et nous aussi, d'ailleurs, parce que comme ça fait des informations. Voilà, c'est ça le problème de fond. Après, pour M. Stefanini, je crois que c'est complètement d'un autre ordre, je suis tout à fait d'accord. Il a bien le droit, lui, de témoigner de la campagne à laquelle il a participé. Ça ne me semble pas du tout choquant, personnellement. Votre catégorie est réductrice, quand même, parce qu'entre trahir des secrets, et sinon, ça n'a aucun intérêt. Entendu. Les bouquins de Le Maire, ils avaient de l'intérêt sans trahir des secrets. Dans les bouquins de Le Maire, il y avait quand même des verbatims. C'était un très bon livre, mais avec des verbatims extraordinairement détaillés.
comprends dont on peut se dire qu'après tout, c'est des conversations privées qui rapportaient. Je pense que M. Gaspard Ganzer, dans la manière dont il fait son livre, même si je ne l'ai pas lu en intégralité, mais de ce que j'en ai lu, raconte un certain nombre de choses, mais ne raconte pas véritablement tout ce qu'il a pu voir, loin s'en faut, Et me le livre semble-t-il. peut être intéressant quand même. Mais le livre peut tout à fait être intéressant. Simplement, le lecteur, je ne dis pas est abusé, mais enfin voilà, le lecteur, ça fait 6 mois, je vous raconte la vérité de l'Élysée, je ne pense pas que ce soit la vérité de l'Élysée. Alors, il y a la méthode, il y a aussi ce qui est dit dans ce livre, de ce qu'on en sait. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, cette campagne, manifestement, du point de vue de Stefanini, tel qu'il le décrit. Alors moi, j'ai pas lu le livre, j'en ai entendu parler. Alors, Vous avez peut-être lu les... Non, mais bon, non, mais si des Carole me l'a épisodes passé assez notamment. rapidement, le Il y a livre, des Carole extraits Barjon, qui qui a sont écrit sortis dans le les Point. extraits qui sont sortis dans le Point. Alors, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est de se l'analyse qu'il dire fait de qu'un cet certain nombre échec. de personnes autour de François Fillon, c'est-à-dire qu'on a eu le sentiment dans cette campagne qu'il tombait une catastrophe sur François Fillon. C'était une énorme surprise, une forme de révélation absolue, ce que ça a été pour tout le monde, effectivement, l'emploi de son épouse et l'emploi de ses enfants. On s'aperçoit, à travers les lignes, parce que c'est dit quand même avec une certaine forme voilà, c'est pas affirmé formellement que François Fillon et son entourage savaient que c'était une casserole qui pouvait lui tomber dessus à tout moment, mais c'est ce qu'on comprend. Et donc ce qu'il on se reproche dit, surtout, c'est d'avoir donc on été se averti dit quelque tardivement. part que ça n'a pas été préparé correctement, que les choses auraient pu être anticipées, bref, qu'il a manqué quelque chose dans cette campagne. Si j'ai bien Voilà. compris, ce qui reproche surtout à Fillon, c'est que Fillon a été informé beaucoup Que plus le tôt Canard par le Canard enchaîné enchaîné, enquêté qui lui a sur- dit alors monsieur François Fillon, vos emplois pas d'ailleurs, et que de ne Fillon a pas- lancé sa campagne Voilà, de ce que j'ai compris. sans ne rien dire à Stefanini, qui lui s'est pris ça. En au tout sérieux. cas- alors qu'il peut être précis que ça commence en novembre. Novembre, les Un premières mois, questions du Et que Canard donc, il va enchaîné. s'écouler Un même mois. 2 mois. 3 mois, Un mois et demi, 2 même mois, deux, vous avez raison. voilà. Entre le moment où le Canard commence à enquêter, François Et- Fillon et le Il y a sait. ça. Voilà. Et puis il y a des choses, alors c'est plus anecdotique, mais c'est pas inintéressant, assez dures sur la froideur du personnage, le type injoignable, le type qui rappelle jamais, le type qui, quand on doit discuter des grands arbitrages du programme, s'en fiche complètement et dit de toute façon un programme on s'en fout. Enfin bon. Qui part en vacances juste après son élection, Voilà. à sa victoire à la primaire, et ça on l'a tous, Donc il y a vu. Ça. il y a une sorte Il s'est dit, oui, il est d'absence du passé. candidat à la campagne qui est assez, avant même les affaires. hein, Et il qui y a est une assez phrase où, surprenante. effectivement, avant de prononcer un discours important, je ne me souviens plus lequel, il envoie à ses collaborateurs, voilà le discours que j'ai envie de faire. C'est celui pour où il y a avis. notamment, imaginerait-on, le général de Gaulle mis en Voilà, vous pouvez me donner vos commentaires, je les prends, mais de toute façon, Dixit, je n'en ai ferai- rien à je- faire. Je Et n'en ferai ce fais que rien. je Et je- déciderai voilà. d'en faire. hein. Donc effectivement, on voit un personnage pas extrêmement sympathique, et surtout avec ses équipes. Il y a aussi une autre question un peu qui est soulevée avec celle de, alors ça devient très, on rentre dans le détail, mais le rôle de l'avocat François Sureau, enfin avocat qui est d'ailleurs souvent sur ce plateau, et qui à la fois a écrit, enfin a participé à la rédaction des Statuts d'En Marche et qui en même temps a été conseil de François Fillon et tout ça. Ça pose un François problème. Sureau est un très grand esprit, très talentueux. Tout le monde sait, en tout cas dans le microcosme, les gens qui s'intéressent à cette question, depuis le début, que François Sureau était d'une façon ou d'une autre lié aux deux campagnes. C'est un personnage assez étonnant qui pouvait à la fois conseiller François Fillon et Emmanuel Macron. Et après tout, et Fillon et Macron le savaient. Et c'est original, c'est audacieux, c'est romanesque et c'est son Oui, en droit. plus, c'était pas toujours, c'était même souvent pas sur les mêmes sujets. Il a aidé Fillon sur le plan, comme avocat, sur le plan judiciaire, et il a aidé seulement, Macron pas seulement. de manière beaucoup plus, je crois, enthousiaste quant au contenu et quant au personnage et quant à ce que Macron apportait dans si le. j'ai dans le Dernier bien discours. point, compris, c'est en fait ça va plus loin parce que Stéphanie a c'est l'air de dire que que il joue un double jeu qu'il a poussé. En tout cas, qu'il aurait participé au fameux discours Tour du Trocadéro. Et si j'ai bien compris, Stefanini lui reproche implicitement D'avoir poussé par ce Fillon à se discours maintenir. poussé Fillon à se maintenir, ce qui aurait rendu service à Macron. Oui. Ça me paraît quand même très compliqué. Et par ailleurs, moi, pour avoir vécu ça à l'époque, à peu près, je suis absolument persuadé que le discours du Trocadéro n'est pas un discours où Fillon décide de rester. Le discours du Trocadéro est un discours d'adieu, c'est un discours testamentaire. C'est après ce discours qu'il décide de rester. Donc quand bien même Sureau aurait participé à ce discours était un discours C'est de... intégralement- La thèse, c'est totalement complotiste. quoi. La thèse qu'il a fait le Ah, on Trocadéro en et va comme ça, loin dans c'était le- très mauvais pour Fillon. L'idée C'est que dans n'importe ces quoi. moments-là, n'importe tout quoi. le monde est vraiment dans un état de fébrilité absolument complet. Il y a quelqu'un pour penser d'une manière aussi froide, un jeu de billard à 17 bandes par lequel je dis ça et à ce moment-là, et la chevillette Scherra, ça franchement,
Bon, on peut comprendre que M. Stefanidi ait quelques tristesses, quelques amertumes, c'est pas la première campagne électorale qu'il perd. En plus, lui-même a eu quelques ennuis autrefois avec les autorités judiciaires. À tort ou à raison. Il en a gagné avec Chirac. Mais je dis à tort ou à raison. C'est pour ça que j'ajoutais à tort ou à raison. Pas Stefanidi. Il a pas... Généralement, il perdait quand il était lui-même en campagne pour lui. Mais pour les autres, jusqu'à présent, il gagnait plutôt. Exactement. Mais pour toutes ces raisons, on peut imaginer qu'il ait la chair à vif et qu'il se mette à penser à des complots. Mais la barbe, quoi. C'est pour ça, tout ça, en plus d'être comme ce que disait ma grand-mère, je trouve ça un peu enfantin, pour ne pas dire infantile. Mais votre grand-mère devrait vous dire que quand des gens ont eu des affaires judiciaires et que soit elles ont donné lieu à non-lieu, soit les condamnations ont été épuisées, c'est pas gentil de les rappeler des années après. Moi, je vais appeler votre grand-mère. Et c'est pas que ce soit gentil ou pas gentil, mais c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas en garder une certaine impression des juges. Des juges. Comment ça fonctionne. Parfois rien. Quand on leur reproche des affaires, si en plus 5 ans, 10 ans, 15 ans après, on va dire « Oh, il a eu des trucs... » Mais vous vous souvenez de ce qu'avait dit Olivier Guichard il avait publié un livre de mémoire et une consoeur de Libération l'avait interrogé sur la très brève période, 7 mois, pendant laquelle il avait été garde des Sceaux. Et la consoeur lui dit Olivier Guichard, quel souvenir gardez-vous de votre passage place Vendôme? Et Olivier Guichard, avec la voix qu'il avait comme ça dans les chaussettes, lui dit oh, vous savez, j'en garde toujours, et surtout le souvenir qu'il ne faut pas avoir affaire aux tribunaux. Voilà ce que je voulais dire, et non pas nuire à M. Stefanidi. Donc le livre qui sort aujourd'hui et qui fait déjà beaucoup parler. Un livre qui s'appelle donc Déflagration. C'est un tout autre sujet maintenant. Le reportage de CNN faisant la preuve de marché aux esclaves en Libye continue de provoquer une onde de choc. Hier, Emmanuel Macron a dénoncé un crime contre l'humanité et a annoncé sa volonté de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, toujours un député de Guadeloupe a fait se lever et applaudir l'Assemblée nationale en évoquant l'esclavage. C'était un moment d'émotion à l'Assemblée. On le regarde. Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays des droits de l'homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser ces horreurs le plus vite? Il s'agit là d'une urgence absolue. Esclavage, violence sexuelle, extorsion... La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Il y a eu donc ce moment d'unanimité, mais il y a des voix plus critiques qui estiment que la responsabilité du chaos incombe à l'Union européenne qui a confié la gestion des migrants aux gardes-côtes libyens, ce qui a provoqué des trafics en tout genre. Alors on a effectivement fait affaire avec le diable, Mathieu Aron. C'est très compliqué cette affaire parce que, bien évidemment, on ne peut qu'être choqué quand on a vu les images de CNN. On ne peut être que choqué quand on sait effectivement par un certain nombre de reportages, mais même par des rapports officiels, ce qui se passe en Libye, ce trafic. Mais en même temps, on sait qu'au moment où cet été, il y a eu ce souci qui était à nouveau cette arrivée assez massive de migrants non plus en Grèce, mais en Italie, soudainement, effectivement, ces arrivées ont cessé, ont diminué de 10, ont été divisées par 10 en un mois. Pourquoi? Parce que le gouvernement italien a passé, semble-t-il, des accords avec un certain nombre de trafiquants libyens. Et c'est toute la difficulté qu'a l'Europe. On pourrait dénoncer une hypocrisie européenne en disant, ou même de celle de Macron, en disant, voilà, il parle de crimes contre l'humanité, mais en même temps, il laisse faire d'autres. Sauf que non, la situation, elle est horriblement complexe, horriblement complexe. On aimerait, en tant qu'être humain, effectivement, accueillir, et en même temps, on sait tous les risques qui existent. Alors, il nous arrive ces images, on connaît la situation, et qu'est-ce qu'on fait? Donc vraiment, c'est vraiment complexe, cette histoire. On va en parler. Je continue avec l'idée Emmanuel Macron qui, mardi, effectivement, disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'était face à une femme marocaine lors de l'inauguration des Restos du Cœur. On le regarde 2 minutes et puis on en parle. Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais après avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail? Vous voyez? Donc il faut protéger les gens très faibles qui sont en insécurité chez eux. Mais si vous avez dans votre pays, si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. Un discours, Olivier Duhamel, qu'on a effectivement déjà entendu, mais qu'il a le courage de rappeler, Emmanuel Macron ou... Oui, non, mais surtout c'est sa ligne qui est une ligne assez peu dans
dans la tradition de la gauche généreuse et accueillante, et qui est une ligne réaliste, on va dire, que partage une large partie de la droite, et qui consiste à dire on peut pas... c'est totalement absurde d'avoir des gens en situation irrégulière qu'on n'arrive pas à renvoyer chez eux, donc il faut régler le problème à la source, et il faut arrêter et limiter les accueils. Bon. C'est Macron depuis le début, il est intraitable là-dessus. Et c'est finalement une permanence, c'est une difficulté de plus pour la droite, parce que c'est une permanence d'une ligne assez sécuritaire, aussi bien dans les données sur la lutte contre le terrorisme que maintenant sur la politique de l'immigration. Évidemment, il n'est pas sur les positions d'extrême droite, d'assimilation, immigré égale musulman égale terroriste, mais on n'est pas dans ces délires-là. Mais en revanche, ce sont des lignes assez dures, oui. Et en même temps, on publiait ce matin dans le Figaro un rapport d'un sénateur Les Républicains qui dit que le gouvernement ne fait pas le minimum du minimum pour la politique d'éloignement des clandestins. Comme le gouvernement d'avant et le gouvernement d'encore avant. C'est très bien qu'il n'y a pas de reconduite aux frontières en réalité. Ce qui me paraît singulier, assez courageux chez Macron, courageux parce que du coup il encourt le reproche de dureté, c'est de tenir le même discours face à une personne. Parce que c'est assez facile de dire il n'y a pas de place il y a de la place que pour des vrais réfugiés politiques, les autres, il faut qu'ils rentrent chez eux. Mais devant une personne qui vient du Maroc, lui dire écoutez, franchement, au Maroc, vous n'êtes pas une réfugié politique, donc la logique c'est que vous rentriez chez vous. Faut oser quand même, il n'a pas peur. C'est la ligne aller au combat à chaque fois, et les Français aiment bien ça, parce que c'est inhabituel et courageux. C'est vrai que c'est courageux de sa part d'exprimer des choses comme ça. Après, il y a quand même des situations qui sont assez incroyables, et ça dépasse Emmanuel Macron. Il n'y a pas de politique européenne, et il n'y a pas de politique européenne même dans les détails. On sait que chaque État a le droit de fixer un certain nombre de règles pour tout ce qui concerne les réfugiés politiques. La France n'a effectivement pas le même regard, par exemple, par rapport aux ressortissants d'Afghanistan. Nous, on les considère comme des réfugiés politiques. Les Allemands ne les considèrent pas nécessairement comme des réfugiés politiques. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé les accords de Dublin. Donc, il y a des réfugiés qui, quand ils arrivent en Europe, sont, comme l'on dit, dublinés, c'est-à-dire enregistrés dans le pays d'accueil. Et on a aujourd'hui des situations absolument kafkaïennes. Vous avez effectivement des gens qui se sont fait enregistrer en Allemagne, des Afghans qui sont arrivés en Allemagne, qui ont été dublinés donc en Allemagne, qui viennent, quand effectivement leur demande est rejetée, qui arrivent en France. Les Français ont 18 mois pour pouvoir éventuellement les renvoyer en Allemagne, ce que savent parfaitement ces réfugiés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils se cachent pendant 18 mois, puis ils ressortent, et la France ne peut pas les renvoyer vers l'Afghanistan. Et ça se passe comme ça dans pas mal de pays d'Europe. Donc, on est confronté à véritablement une situation totalement kafkaïenne. On pourrait quand même s'interroger à un moment donné si on a des frontières communes, et si effectivement on a une politique migratoire, ou en tout cas des mesures qui seraient communes, à penser à communs. Peut-être en matière voilà. Quand la Pologne ne veut pas, quand la Hongrie ne veut pas, quand l'Autriche ne veut pas, quand la Suède ne veut pas, c'est ça aussi. Je disais bien la complexité du problème. On peut pas, de temps en temps, il faut plus mettre en cause les gouvernements que l'Europe elle-même, parce qu'on ne peut pas imposer une Europe ultra-fédérale qui décide toute seule contre la volonté de tous les États. Et donc c'est d'abord à ces gouvernements qu'il faut s'en prendre. Et qui, même démocratiquement, les peuples de ces États n'ont pas les mêmes souhaits, les mêmes attentes, ni parfois même les mêmes intérêts, tout bêtement. Oui. Et en attendant, il y a des situations qui sont complexes, il y a des politiques publiques, parce que quand on dit qu'on ne peut pas renvoyer à l'extérieur, c'est aussi à cause pas que, mais c'est aussi à cause de ces blocages. Donc on se retrouve dans une situation qui est difficilement lisible politiquement. C'est pour ça que là-dessus, mais on ne sera probablement pas d'accord, Alexis, mais je pense, parce qu'il y a vraiment la contradiction quand même que vous dites. Je veux dire, c'est indispensable qu'il y ait une politique européenne, sinon ça ne peut pas marcher. Donc à un moment donné, il faut sur ces sujets passer des votes à la majorité qualifiée, sinon on n'en sort pas. Ou avoir un périmètre européen qui soit suffisamment homogène pour que les gens aient grosso modo les mêmes intérêts, les mêmes attentes. La France. Comment ? C'est peut-être la solution finalement. Vous n'avez peut-être pas tort. Avec la Normandie quand même. Ouais. Avec la Normandie. Alors, bonjour Merwan Edji, qui vient nous dire un peu ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Alors, on en revient quand même à la question plus précise de cet esclavage moderne et des marchés qu'on a vus en Libye. Mais finalement, les internautes ont l'air de dire que ce n'est pas un phénomène qui se limite à la Libye. C'est ce que vous avez pu noter, Merwan. C'est bien ça. Ouais. Le phénomène ne s'arrête pas à la Libye. En 2016, selon une étude de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, mais aussi la Work Free Foundation, qui travaille avec l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrants, 45 millions de personnes étaient victimes d'esclavage moderne. L'OIM explique
que la traite d'êtres humains est de plus en plus fréquente chez les passeurs, et d'ailleurs elle ne se limite pas qu'aux migrants. Et quand on parle d'esclavage, on parle de quoi? On parle aussi de victimes du commerce sexuel, de travailleurs du bâtiment ou d'ouvriers agricoles qui sont très peu payés, voire pas du tout, et qui travaillent sur des chantiers qu'ils ne peuvent pas quitter. Et un chiffre à retenir, c'est qu'un quart des victimes d'esclavage sont des enfants entre 5 et 17 ans. D'ailleurs, sur Twitter, on a l'ancienne journaliste du Monde Afrique et actuelle créatrice du site Visiter l'Afrique, Diane Audrey Ngako, qui écrit « L'esclavage aussi, ce sont ces familles qui accueillent la jeune fille du village de moins de 16 ans pour faire les tâches ménagères, dormir dans 5 mètres carrés, manger les restes ». Sur les 45 millions d'esclaves dont je vous parle, 62% vivent en Asie-Pacifique. L'Asie est particulièrement touchée. L'Inde occupe la première place avec 18 millions de victimes, travail forcé, travail d'enfants, prostitution, mariage et aussi mendicité forcée. Pour l'esclavage traditionnel, où l'on peut parler d'achat mais aussi de vente d'êtres humains, la Mauritanie est en première position, 4% de sa population est touchée. Et maintenant, pour parler de l'Europe, elle n'est pas épargnée non plus. Selon une étude toute récente par Verisk Mapplecroft, un cabinet britannique de conseil en gestion des risques, l'esclavage moderne a explosé dernièrement, notamment avec l'arrivée de migrants. Pourquoi? Parce que principalement, ceux qui fuient le pays s'endettent auprès des passeurs, et quand ils arrivent sur un territoire, ils se retrouvent livrés à des particuliers ou des entreprises qui profitent d'eux et qui les exploitent. Et la situation est notamment préoccupante à Chypre, en Italie, en Roumanie, en Grèce et en Bulgarie. À Paris, samedi, il y avait une manifestation qui était organisée par un tout nouveau collectif qui s'appelle le Collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye, et qui était aussi organisée avec le journaliste d'RFI, Claudie Sillard, qui disait notamment au micro d'RMC: il y a une responsabilité coupable de l'Europe, elle savait ce qui allait se passer, tout le monde sait ce qu'il se passe depuis longtemps. D'ailleurs, ça fait déjà plusieurs mois que des ONG parlaient notamment de l'esclavage dans le monde. On avait notamment un article du Guardian qui en parlait encore cet été. Raphaël Glucksmann, l'essayiste et directeur du nouveau magazine littéraire, disait sur Twitter, et c'est notamment le tweet le plus partagé aujourd'hui: c'est très bien que nos États protestent contre l'esclavage en Libye, ce serait encore mieux de ne plus renvoyer les migrants dans cet enfer. Et enfin, un dernier tweet, c'est un scud du compte Twitter Médecins du Monde qui répond au tweet d'Emmanuel Macron qui parlait notamment de la mission de l'OFPRA et qui répond: comment s'émouvoir de la situation des personnes migrantes en Libye et dans le même temps concevoir une politique de refoulement des personnes vers ce pays, vers leurs oppresseurs. Merci beaucoup, Merwan. Effectivement, c'est une question aussi qu'on se pose sur comment la journaliste, c'est une journaliste qui a fait le reportage de CNN, s'est retrouvée, elle a quand même pris des sacrés risques, parce que, je ne sais pas si c'était en caméra cachée, mais on la voit, je ne sais pas si vous avez vu le reportage, c'est quand même 4 millions de vues. Parce que ce qu'on disait, entre le savoir que ça existe et puis la preuve, et voir cette vente aux enchères en direct, il y a une marge. Un sujet un petit peu plus léger maintenant, on disait même au début de l'émission, on devrait en parler tout de suite parce que ça va sans doute passionner nos internautes. C'est une proposition qui a été examinée hier par le Conseil de Paris: transformer les journées du patrimoine en journées du matrimoine et du patrimoine. Une proposition d'une élue Europe Écologie Les Verts, Joëlle Morel, tout à fait sérieuse, mais qui a reçu quand même un avis défavorable et qui a pris en réponse un tweet du groupe UDI Modem disant: mais pourquoi pas une rue des Francs-Bourgeoises ou un boulevard des Italiennes? Alors, après l'écriture inclusive, la féminisation des noms de métiers, pourquoi pas finalement des journées du matrimoine? Philippe Meyer, vous qui avez, je crois, présidé même la commission de terminologie et de néologie au ministère de la Culture, si je ne m'abuse. Écoutez, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être instaurer un contrôle d'alcoolémie à l'entrée de la salle du Conseil de Paris, et en même temps, peut-être faire une espèce de journée nationale des poivrons. Vous avez des ivrognes, parce qu'il y a des ivrognes idéologiques, il n'y a pas seulement des ivrognes qui sont accrochés à la bouteille, il y a des ivrognes qui sont accrochés à l'idée qu'ils vont avoir, c'est le syndrome d'Hérostrate, ils vont avoir un tout petit peu de notoriété parce qu'ils auront dit une énorme bêtise, beaucoup plus grosse qu'eux, mais en même temps, derrière ça, il y a quelque chose qui pèse sur nos sociétés, qui est le retour du cléricalisme. Je dis ça avec tout le respect que je porte à toutes les religions et à tous leurs servants, puisque ça n'a rien à voir avec le fait de croire en quelque chose ou de ne pas croire. C'est un comportement, et un comportement qui en plus prétend régir le comportement des autres et dire ce qui dans la société est bien, bon, juste et vrai. Ça,
De même que les réseaux sociaux fourmillent de juges qui veulent devenir des bourreaux, ils fourmillent, et pas seulement les réseaux sociaux, ils fourmillent de gens qui veulent absolument expliquer le beau, le bien, le bon, le vrai et l'imposer aux autres. Comme disait ma grand-mère, que le cul leur pèle et que les bras leur raccourcissent. Après tout, il y a moins de 5% des rues qui portent le nom d'une personnalité féminine. Ouais. Alexis, est-ce qu'il ne faut pas rectifier un peu tout ça? Mais pas que ça, parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter là. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie. Ah oui. Alors là, allons enfants de la matrie. Allons enfants de la matrie, évidemment. Oui. Mais attendez, à ce moment-là, et la devise. Non, mais je vais demander à ce moment-là qu'on rebaptise la Marseillaise le Marseillais. Le Marseillais. Il y a absolument aucune raison. La France, le franc. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle la France? Et pourquoi liberté, Marianne, égalité, fraternité. Marc. Oui. Fraternité, c'est choquant. Sororité. Liberté, égalité, sororité. Soro-fraternité. Soro-fraternité. Alors moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, pendant que les Verts font ça au Conseil de Paris, ils ne bloquent pas les voies sur berge. Donc, à tout prendre, je préfère ça qui me paraît quand même assez poétique, parce que ça nous permet de rigoler, d'imaginer des trucs. Vous n'avez toujours pas répondu à l'idée que 5% des noms de rue concernent non mais Marie-Amélie, vous nous sortez un truc délirant des écolos, et après vous enchaînez avec un truc nettement plus sérieux. J'essaye juste d'avoir une réponse à ma question, c'est tout simple. Est-ce qu'il faut rebaptiser... J'en sais rien, moi. Vous voulez quoi Je ne veux rien, c'est une proposition, je crois qu'Emmanuel, alors là, l'élu MoDem, dire il faut rééquilibrer et mettre plus de personnes. Dans les nouveaux noms de rue, ou dans des noms de rue qu'on change, on pourrait veiller à ce que ce soit un peu plus... Anne Hidalgo, certainement. Moi, je suis persuadé qu'Anne Hidalgo met beaucoup de noms de rues de femmes. Moi, sauf que c'est des petites rues parce que les grandes rues sont. Voilà. Alors, il faudrait débaptiser les grandes rues. Je ne suis pas contre. Si on se met à chercher la justice dans le nom de baptême des rues et des places, vous savez où est la rue Colbert? On peut passer Colbert pour les raisons de l'esclavagisme, mais qui est une raison, à mon avis, totalement absurde. Mais bon, mais la rue Colbert est une rue absolument minuscule, extrêmement étroite, qui est derrière la Bibliothèque nationale et qui est la moitié en largeur et en longueur, sinon le tiers de la rue Vivienne, dans laquelle elle donne, et personne n'est capable de dire pourquoi la rue Vivienne s'appelle Vivienne. Il faut l'appeler le boulevard Hausgirl. Je suis Hausfrau. Et si vous faites Hausfrau, à ce moment-là, c'est femme de ménage, ça va plus du tout. En même temps, c'est pas pour jouer les faux culs, même si je vais le faire un petit peu. J'imagine en ce moment un certain nombre de jeunes femmes internautes qui nous regardent, qui nous voient, mis à part Marie-Amélie, tous autant que nous sommes hommes autour de ce plateau, en train de rigoler à quelque chose qui effectivement ne paraît pas très sérieux. Et qui doivent se dire, ouais, ben d'accord, peut-être, mais enfin, ces hommes, ils sont gentils, mais il faudrait peut-être quand même qu'ils pensent à faire quelque chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce qui semble être un excès, voilà, et tout ce qui est excessif est un peu ridicule, il y a quand même un truc qui se passe en ce moment, à travers différents mouvements, qui montre une jeune génération de ces jeunes femmes qui ont 20, 35 ans, 20, 40 ans, qui quelque part disent, il y en a marre, on arrête. On veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus passer pour des gens qui. Alors ça passe par toute une série de choses. Parfois. Mais je pense que mais je pense que. Mais je dis pas que ça sert. Je dis que ça manifeste ça. Alors je pense que ça dessert. Voilà, pour être plus précis. La cause des femmes, que au lieu de traiter quantité de vrais sujets sur ce qui reste de 2 millénaires de domination masculine absolument injustifiée. Au lieu de traiter ces vrais sujets, qu'on sorte des gags comme ça, d'une part, ça dessert la cause, et d'autre part, ça instaure une espèce de guerre des sexes absurde, et surtout, ça rabat chacun sur son genre. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est un vrai paradoxe de la bataille féministe aujourd'hui. C'est qu'au lieu de rester sur la ligne de Beauvoir, qui est la ligne de « nous sommes tous des êtres humains, et fondamentalement, ce que nous avons en commun est plus important que ce qui nous distingue », on nous ramène à une femme est une femme et un homme est un homme, et c'est ça qui est primordial. Et bien ça, c'est très, très mauvais. Je ne sais pas si ça sert ou si ça dessert. Toujours est-il qu'il se passe quelque chose. C'est un constat, c'est un mouvement. Qu'il y a quelque chose, et si on ne voit pas qu'il y a une jeune génération de femmes qui, à un moment, ne pensent pas comme leurs aînés, voire disposent bien entendu des pouvoirs qu'ont conquis leurs aînés. Les dénonciations du harcèlement sexuel et tout ça dans le même... la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose qui moi, me semble évident, c'est qu'il y a une génération, alors, je ne sais pas comment les surnommer ou les appeler, et puis c'est à elle de le voir, mais qui est hyper combattante. Et très sensible sur ces sujets. Ultra combattante, sur tous les sujets, ce qui nous paraît à chaque fois excessif, ce qui l'est souvent, parfois ridicule, voire desservir leur combat, mais qui disent « stop, on ne veut plus ». Alors voilà, on peut le voir ou ne pas le voir. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Après, oui, c'est ridicule, effectivement, cette histoire de rue. Voilà.
pas Vous faisiez quoi à la commission de terminologie et de néologie du ministère de la Culture? C'est un travail En deux secondes, Il Philippe Meyer, s'agit de trouver des équivalents français des mots anglais. Enfin, anglais, ça peut être allemand ou turc, mais enfin, en général, c'est plutôt des mots anglais qui arrivent. Par exemple, dans les piscines, quand on met un truc autour de la piscine, on met un liner. Eh bien, nous, on avait proposé d'appeler ça une jupe. Mais alors, il faut que ça remonte à la Commission nationale de terminologie. Et pourquoi vous viendrez... Non, j'arrête. Et une fois que la Commission nationale de terminologie a donné son avis, ça remonte à l'Académie française, ça redescend, on nous demande des précisions, on les fait remonter, elles remontent, elles redescendent. Et au bout de 2-3 ans, en général, on a l'autorisation de publier au journal officiel cette recommandation. Vous reviendrez pour nous expliquer tout ça, si jamais vous entendez quelqu'un qui parle d'un liner comme d'une jupe, je vous invite à déjeuner dans le restaurant de votre choix, dans le pays de votre choix. Vous êtes réinvité pour nous réexpliquer, nous donner d'autres exemples savoureux. Merci à tous les quatre. Et tout de suite, l'interview d'Alexis Tsipras sur Figaro Live. Le Premier ministre grec répond aux questions d'Alexia Kefalas et de Fabrice Naudet-Langlois. Et surprise pour un homme de gauche, d'extrême gauche même, il appelle les entrepreneurs à prendre des risques. Suivez l'interview exceptionnelle, c'est tout de suite, c'est sur Figaro Live.